C'était mardi. Manuel Valls et Vincent Payon ont présenté leur programme. Le lendemain, Arnaud Montebourg détaillait son programme économique. Et puis hier, dans Libération, Benoît Hamon en disait un peu plus long sur le sien. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un programme de gauche ? Je pose ce matin la question au politologue Olivier Roucan. Bonjour. Bonjour. C'est quoi un programme de gauche, Olivier Roucan ? Je vous pose la question directement. C'est un programme qui est fondé sur la valorisation du service public, donc de la fonction publique, de l'investissement public également. On le voit par exemple avec les idées d'Arnaud Montebourg. C'est un programme de gauche qui vise à conserver le modèle social et aujourd'hui, semble-t-il, à revenir à certains fondamentaux en matière de pouvoir d'achat aussi, revalorisation du pouvoir d'achat. On voit ça dans pas mal de propositions des différents candidats. Donc le modèle social, c'est également aujourd'hui la préoccupation de la santé qui revient en force, évidemment en miroir des inquiétudes suscitées par les propositions de François Fillon. Ensuite, c'est un programme qui est plus sensible peut-être qu'il y a 20 ans à la dimension écologique des problèmes. On voit que chaque candidat là a à cœur d'indiquer qu'il veut réduire la part du nucléaire, qu'il veut donc prolonger la velléité de François Hollande dans la matière, ou qui veut développer évidemment les énergies renouvelables. Donc il y a la sensibilité écologique qui est plus marquée désormais dans les programmes de gauche, de la gauche dite de gouvernement. Alors pour nous résumer, fonction publique, donc des moyens pour l'État, des moyens d'agir, protection sociale, protection de l'individu. Vous avez parlé de la question écologique. Il y a deux aspects en matière économique, de politique économique et en matière de liberté, d'émancipation de l'individu. Là aussi, c'est des marqueurs de gauche ? Alors oui, mais la question de la liberté, on voit qu'elle rassemble, notamment sur le plan politique, incontestablement, la gauche est favorable aux libertés politiques et également aux libertés des mœurs, à l'enjeu sociétal, et l'a démontré dans le quinquennat qui vient de se dérouler. Mais la question de la liberté économique, elle peut diviser à la fois les propositions des candidats et aussi l'électorat. On voit bien que le libéral socialisme, comme l'on dit, crée autant de divisions qu'il ne crée de rassemblements. Et on voit que dans un espace, somme toute à gauche, qui reste assez modéré, on voit dans l'électorat, le libéral socialisme, ce n'est pas la majorité de l'électorat de gauche. Il y a deux candidats, Emmanuel Macron et Manuel Valls, qui veulent préempter cet espace. Donc ça, vous voyez, ça suscite une sorte d'inflation, alors que sur le fond, l'espace électoral est réduit. Olivier Roucan, politologue, si on devait faire un bref comparatif des quatre principaux socialistes candidats à la primaire, je pense à Montebourg, à Hamon, à Payon, à Valls, comment les positionner ces quatre-là, les uns par rapport aux autres ? Alors, on peut dire que Arnaud Montebourg prolonge une gauche à la fois étatiste, traditionnelle, notamment sensible à l'investissement sur les infrastructures publiques, et récupérant ainsi, d'ailleurs Arnaud Montebourg l'a dit, une sorte de marqueur Chevènement et Strauss-Kahn. Il s'est revendiqué de ceci. À côté, un peu plus sur la gauche, il y a Benoît Hamon. Benoît Hamon, lui, il est plus sensible, j'allais dire, à la société civile, à une inspiration, je dirais pas libertaire, mais dans tous les cas, venant de la société civile, avec une forte dimension écologique également revendiquée, un attrait pour le dynamisme, sur le numérique, etc. Bon. Mais marqué à gauche comme Arnaud Montebourg. Et puis à côté, il y a donc Manuel Valls qui, lui, profitant de son expérience de Premier ministre, incarne une autorité de l'État, a tôt marqué son positionnement sur l'enjeu sécuritaire, ce qui pour la gauche n'était pas facile. Et de ce point de vue, il y a incontestablement une marque Valls. Et donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai peut-être oublié un des candidats. Vous avez oublié Vincent Payon, Payon, ça oui. m'étonne qu'à moitié, parce que le positionnement de Vincent Payon est compliqué. On garde une partie du bilan d'Hollande et puis on en invente une autre partie. Enfin, c'est pas évident. Oui, et puis il prolonge, lui, la tradition de la gauche, notamment sur le plan de l'incarnation professorale, j'allais dire. Donc là, on voit bien la tradition normalienne qui est là. Et
qui peut obtenir un écho auprès des professeurs, parce que la gauche a longtemps eu le vote des professeurs, et puis ça s'est fragilisé considérablement à partir des années Jospin. Vincent Peillon est là pour rappeler cette mémoire, et au-delà, la République, etc., c'est son discours. Ceci dit, lui-même, dans cette incarnation, est peut-être un peu fragilisé parce que son bilan à l'éducation nationale a laissé des traces qui ne sont pas forcément positives. Quelque chose m'a frappé, Olivier Roucan, c'est qu'un candidat à l'élection présidentielle ou à la primaire de la gauche doit dire que son programme est de gauche, alors que les candidats à la primaire de la droite ne revendiquaient pas un programme de droite. Il n'y avait pas besoin de le dire et même pas besoin de s'en réclamer. Qu'est-ce qui fait qu'on doit dire qu'on a un programme de gauche ? La position de sortant. Une équipe qui gouverne s'abîme. Et elle contredit forcément certains engagements de départ parce que le réalisme du pouvoir, que ce soit pour la gauche ou pour la droite, fait prendre des virages, des ajustements permanents. Donc là, la gauche sort, c'est l'équipe sortante. Et elle est confrontée à ce difficile exercice qui est de dire il faut quand même remobiliser l'électorat sur des fondamentaux de gauche, et rappeler donc l'identité de la gauche. Et en même temps, il faut assumer un bilan très réaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette fois-ci, c'est la gauche qui est concernée. La fois précédente, c'était la droite. Il y a une concurrence pour ces candidats de la primaire de la gauche. C'est évidemment sur leur gauche Jean-Luc Mélenchon et sur leur droite, vous l'avez dit, Emmanuel Macron. Comment gérer cela ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a un programme à gauche, il en a quasiment le monopole, il le dit lui-même. Et puis Macron cause des turbulences et vient brouiller le jeu de cette primaire. Alors Macron, il brouille le jeu politique, c'est-à-dire il perturbe la primaire de la gauche, mais on le voit, il prend aussi sans doute une partie de l'électorat à droite et il posera des problèmes également aux candidats de la droite. Alors évidemment, Emmanuel Macron, le problème principal est posé à Manuel Valls là, parce que ils sont concurrents, notamment auprès des professions artisans, commerçants, petites entreprises. On voit bien que là, il y a une compétition des deux. Est-ce que Emmanuel Macron perturbe le jeu d'un Arnaud Montebourg, d'un Benoît Hamon, voire d'un Vincent Peillon ? C'est moins évident. Je voudrais qu'on parle des sondages, qu'on prend désormais avec des pincettes pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais comme c'est une campagne des primaires excessivement courte, on voit qu'on aura 3 débats télévisés en une semaine. On dirait que les sondeurs ont renoncé à pouvoir nous donner des éléments de dynamique pour les candidats de cette primaire. Et malgré tout, il y a eu un sondage en début de semaine qui donnait Manuel Valls grand gagnant pour l'instant de cette primaire dans les intentions de vote. Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce qu'il faut renoncer à sonder la primaire de la gauche ? Se priver d'un instrument de mesure n'est jamais de bonne pratique. Par contre, il faut le médiatiser et le communiquer avec beaucoup de prudence. Si on prend l'enquête Louis Harris, on regarde l'échantillon de sondés, intéressés et prêts à aller voter à la primaire d'après leur déclaration. C'est un échantillon très restreint à 450-500 personnes. La marge d'erreur sur les chiffres qui ont été communiqués est de 4%, voire plus. Donc si vous avez un candidat à 22 et un autre à 16, avec une marge d'erreur de 4-5, vous voyez que ça peut se croiser. Autrement dit, beaucoup de prudence. Et ce qu'indiquent les sondages, on l'a vu avec la primaire de la droite, ce sont des tendances. Mais ce n'est jamais de la prévision électorale. Et c'est ce qu'il faut toujours rappeler. Une dernière question, Olivier Roucan, politologue. On dirait, quand on les écoute, qu'il y a un programme pour la primaire, qu'il y aura ensuite un programme pour préparer le premier tour de l'élection présidentielle, et sans doute un programme entre les 2 tours de cette élection. Programme poupée russe, programme à géométrie variable. C'est cela, et malentendu ensuite avec l'électorat qui est forcément déçu. La primaire, c'est l'inconvénient de la primaire. On a rajouté une étape à cette présidentielle qui pousse les candidats à un certain jusqu'au boutisme auprès de leur camp. On l'a vu avec François Fillon, comme avec Nicolas Sarkozy. On le voit un peu à gauche cette fois-ci aussi. Et ensuite, forcément, il faut lisser les choses. Et là, si l'équipe arrive au pouvoir, il y a un malentendu démocratique. Olivier Roucan vous a bien entendu, politologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.